Mesdames, Messieurs, au nom des responsables de l'Union nationale, je me permets de vous demander de bien vouloir nous excuser pour ce retard. J'ai entendu dire dans la salle que ça n'a pas changé. C'est possible. Et c'est pour ça que nous voulons que les choses changent. Sans tarder, nous allons commencer notre manifestation. Je voudrais avant tout vous présenter les deux responsables de l'Union nationale qui sont assis à la tribune. Je vous présente M. Bruno Ben Mukamba, vice-président de l'Union nationale. Je vous présente, j'allais dire quelqu'un qu'on ne présente plus, mais je vais le faire, M. André Maobam, secrétaire exécutif de l'Union nationale. Les dirigeants de l'Union nationale ont souhaité rencontrer les Gabonais de la diaspora et les amis du Gabon pour leur présenter ce nouveau parti politique. Je voulais parler des dirigeants de l'Union nationale. Maintenant, si vous voulez que je vous présente Madame Chantal Biboto, épouse Grodjou, et à côté de Madame Grodjou, c'est le docteur Alphonse Louma. Dans le civil, il est président de l'ONG Agir pour le Gabon. Une ONG qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis parmi les fumeurs et les buveurs d'alcool. Bon, après cette présentation, je vous disais que les dirigeants de l'Union nationale ont souhaité rencontrer la diaspora, donc l'élite gabonaise qui est à l'étranger, particulièrement en France, et les amis du Gabon pour vous présenter ce nouveau parti politique. Mais avant tout, à leur nom, je vous renouvelle nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cet après-midi. Et je voudrais aussi vous remercier d'avoir consacré votre après-midi, d'avoir pris sur votre temps pour venir nous écouter. Je vais rapidement, en quelques mots, vous présenter l'Union nationale. Ce parti a été créé le 10 février 2010 avec l'ambition clairement affichée de parvenir pour la première fois à l'alternance démocratique au Gabon et aussi d'offrir au pays le cadre de gouvernance nécessaire à son développement politique, économique, social et culturel. Les fondateurs de l'Union nationale, dont deux sont dans la salle, l'Union nationale est le fruit de la fusion de trois partis politiques. L'UGDD, l'Union gabonaise pour le développement et la démocratie, le MAD, le Mouvement africain pour le développement, et le RNR, le Rassemblement national des républicains. À ces trois partis politiques se sont joints 5 candidats à l'élection présidentielle du 30 août 2009. L'expérience des fondateurs de l'Union nationale dans la gestion publique, principalement leur plan d'expérience gouvernementale, révèle la réelle capacité de cette formation politique à gouverner le Gabon, et surtout à le gouverner autrement. Je vais rapidement vous donner les noms des fondateurs de l'Union nationale. Monsieur Zachary Mibuto, qui en est le président. Il est député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire des forces du changement. Il était candidat à l'élection présidentielle du 30 août 2009. Ancien ministre d'État, il était le président de l'Union gabonaise
pour la démocratie et le développement, PGDD. André Baobab, qui est ici présent, il est secrétaire exécutif de l'Union nationale, ancien candidat, il était candidat à l'élection présidentielle du 30 août 2009. Il est ancien ministre d'État, il était ministre de l'Intérieur. Monsieur Casimir Oyemba, vice-président, candidat lui aussi à l'élection présidentielle du 30 août 2009, il est ancien Premier ministre. Monsieur Jean Yegendong, vice-président, candidat à l'élection présidentielle du 30 août dernier, il est ancien Premier ministre. Pierre Claver Zonebom, vice-président, député à l'Assemblée nationale, il est ancien président du MAD, c'est-à-dire le Mouvement africain pour le développement, et c'est un ancien ministre. Bruno Ben Moubamba, qui est dans la salle, il est vice-président et candidat à l'élection présidentielle du 30 août dernier. Gérard Ilangema, il est secrétaire exécutif adjoint, c'est l'ancien président du Rassemblement national des Républicains. Pour ce qui est de la ligne politique de l'Union nationale, on peut retenir que dans son projet politique, ce parti s'engage à œuvrer pour l'unité nationale dans le respect des différences, à promouvoir l'état de droit respectueux de la personne humaine, à promouvoir les idéaux de la République par l'édification d'une démocratie de responsabilité dans la vie politique nationale et internationale, à œuvrer au développement en vue du progrès économique, social et culturel dans la solidarité et le partage, à œuvrer pour un humanisme débarrassé de toute forme de tribalisme et de discrimination. Les élus de l'Union nationale. Ce parti est représenté au Parlement. On vous expliquera d'ailleurs tout à l'heure comment, parce que pour un parti qui se crée, alors qu'en ce temps il n'y a pas eu d'élection, les gens vont certainement se demander comment il a fait pour avoir des élus. Tout à l'heure, dans les échanges qu'on aura, on vous expliquera comment. Donc ce parti est représenté au Parlement par 6 députés et 2 sénateurs. Il compte également plus de 150 conseils municipaux et départementaux dans tout le pays. Les 3 partis ayant fusionné pour créer l'Union nationale comptent ensemble plus de 50 000 adhérents. La présence parmi les membres fondateurs de personnalités politiques de premier rang, comme M. André Baobab, Casimir Oyemba, Jean Yegendong, Mme Colette Missambo, qui fera partie du bureau directeur du tiers région de parti. Donc la présence de ces personnalités parmi les fondateurs permet d'estimer le potentiel de militants de l'Union nationale à plus de 100 000 adhérents sur une population totale d'environ 1 500 000 personnes. La campagne d'adhésion actuellement en cours, qui se déroule sur l'ensemble du territoire, devra permettre de confirmer cette première estimation. L'Union nationale comprend une direction nationale et des organes locaux. La direction nationale comprend notamment le président, les vice-présidents, le secrétaire exécutif et ses adjoints, et les commissaires nationaux. Pour ce qui est des prochaines échéances électorales, nous avons les plus proches. 5 sièges de députés doivent faire l'objet d'élections législatives partielles avant le 30 juin. L'Union nationale est concernée au premier chef par ce scrutin, car il s'agit, pour 4 d'entre eux, des sièges de ses membres les plus influents. En l'occurrence, André Baobab, Jean Yegendong, Casimir Oyemba et Colette Missambo, qui devraient emporter sans difficulté majeure ces élections et renforcer la représentativité du parti à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la crise politique actuelle, née du coup d'État électoral du 30 août 2009, pourrait conduire à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le PDG au pouvoir, bien que détenant la majorité des députés, ne dispose plus d'aucune légitimité
dans le pays. Dans cette hypothèse de dissolution, l'Union nationale qui sera amenée à présenter des candidatures à l'ensemble des 120 sièges aura pour objectif d'obtenir la majorité absolue des députés. Donc, en quelques mots, je viens de vous présenter le parti et ses grandes ambitions. Nous allons procéder à un échange que l'on souhaite à la fois convivial, fraternel et respectueux. Nous ne serons pas toujours d'accord, c'est ça aussi la démocratie. Nous serons d'accord au moins sur une chose, l'avenir du Gabon. Et là-dessus, nous souhaitons que les gens s'expriment de la manière la plus sincère, la plus libre possible. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Parce que la pratique nous a enseigné que, malheureusement, l'absence d'information nourrit les fantasmes, nourrit la rumeur et nourrit toutes sortes de spéculations. Là, vous avez, je voulais dire, nous avons l'occasion d'échanger tout à fait librement, de dire ce que nous avons au fond de nous, d'essayer d'obtenir des informations. Parce qu'il s'est dit tout et n'importe quoi pendant la campagne électorale et surtout après l'élection présidentielle. Je voudrais me permettre de vous rappeler qu'un pays ne s'arrête pas après une élection présidentielle. C'est un parcours, c'est une étape dans le parcours d'un pays. Le Gabon va continuer et il continue, heureusement. Elle continuera avec vous, avec nous tous. C'est pour ça que nous voulons des échanges fructueux. Nous savons pouvoir compter sur vous parce que vous représentez l'élite de notre pays. Vous représentez l'avenir. C'est vous qui ferez le Gabon de demain, ou alors le Gabon ne se fera pas. Alors pour cela, chers amis, chers compatriotes et chers amis du Gabon, je vous remercie encore une fois d'être venus et nous attendons vos contributions. Je vous remercie. Bon, je vais quand même vous décliner la manière dont les choses devraient se dérouler. Comme ce sont des personnalités, je ne vais pas leur faire l'offense de venir s'exprimer ici debout. Sauf s'ils le souhaitent, bon, le secrétaire exécutif a décidé. Bon, dans ce cas, le premier intervenant sera le vice-président, M. Bruno Ben Mouramba. Et ensuite, M. André Barbam, le secrétaire exécutif, prendra la parole. À l'issue de quoi, si vous avez des questions à poser, je sais que vous en avez, on fera balader le micro, les gens interviendront et s'il y a des questions, ce sera à eux de répondre. Donc je vais inviter M. le vice-président Bruno Ben Mouramba. Monsieur le secrétaire exécutif, représentant de l'Union nationale, chers militants, mes frères et sœurs gabonaises et gabonais, je voudrais ne pas être long, mais tout simplement décliner mon intervention en 3 volets. D'abord, un hommage particulier parti à l'Union nationale qui posait une problématique et je finirai en faisant 2 ou 3 propositions. Monsieur le secrétaire exécutif, je profite donc de votre présence ici à Paris déjà pour vous dire bienvenue au milieu de nous, au milieu de vos admirateurs, au milieu des admirateurs de l'Union nationale, au milieu de ceux qui espèrent en l'Union nationale, au milieu aussi de ceux qui ont des doutes, et il y en a. Je pense que peut-être
transmettre avant que je ne me rende à Libreville au prochain congrès en avril, véritablement toute la reconnaissance de la diaspora gabonaise et de ma petite personne, la reconnaissance de notre communauté de Gabonais de l'extérieur, à messieurs Zachary Bivoto, le président du parti, aux autres vice-présidents et aussi à l'équipe du secrétariat exécutif et tous les experts, toutes les personnes qui ont travaillé, qui travaillent et qui travailleront pour l'émergence de cette force politique qui, à mon humble avis, devrait être supérieure au Parti démocratique gabonais. Je voudrais aussi répondre à une question qui m'est souvent posée. Je veux vous rendre hommage à vous particulièrement parce que j'ai été un de vos plus virulents adversaires. Nous en avons parlé. Donc, s'il devait y avoir une preuve de la solidité de l'Union nationale, on pourrait la résumer, par exemple, à notre relation. J'ai été le porte-parole des acteurs libres de la société civile gabonaise et à ce titre, nous n'étions pas contre des personnes, mais nous étions contre le système Bongo. Et à ce titre, vous avez pu constater de quelle manière j'ai porté la parole de la société civile et mené un certain nombre de critiques. Je ne reviendrai pas, ce serait injuste de ma part de ne pas le signaler, sur les épisodes, la lettre ouverte et toutes les accusations et toutes les attaques, les coups de poing, les hypercutes, enfin toutes les bottes que chacun avait pour s'auto-agresser. Je veux vous dire, aujourd'hui, je ne suis pas un ambitieux à la recherche d'un poste ni d'une exposition politique particulière. J'aime mon pays. C'est la terre de mes ancêtres. Et aujourd'hui, je le dis de manière très claire, je suis avec André Baobab. Je ne suis pas avec André Baobab parce que je suis venu faire une allégeance à Hamon, mais c'est un choix de raison. C'est un choix rationnel. Je vais vous expliquer. André Baobab, j'avais des idées très négatives sur lui. Mais, au cours de cette présidentielle où je suis allé défendre mes idées, les idées de la société civile, je vais vous raconter une anecdote qui vous plaira peut-être, où j'ai commencé à apprécier l'homme. Vous savez, nous avons organisé une manifestation géante pour demander le départ d'Ali Bongo du ministère de la Défense. Vous avez vu quelques images, la bataille, les gaz lacrymogènes, les coups, les jeunes violentés. Et à ce moment-là, quelques leaders de l'opposition, donc on nous donne l'autorisation de marcher sur peut-être quelques centaines de mètres et de disperser la marche. Mais après avoir marché peut-être sur 200 ou 300 mètres, les jeunes ne voulant pas disperser la marche, je choisis de partir avec eux du côté de la cité de la démocratie pour camper devant la Sénat. Et nous partons par milliers sur la voie express, il n'y a plus une voiture qui passe, des hélicoptères qui tournent, et avant la porte de la cité de la démocratie, nous tombons sur des gendarmes armés jusqu'aux dents et des gardes républicaines qui font des manœuvres. Et donc, les jeunes extrêmement chauffés à blanc veulent passer en force. Et à ce moment-là, je vois arriver André Baobab qui me demande je lui prête mon haut-parleur. Moi, chaud comme je suis, je lui dis vous n'avez rien à me dire. Vous avez voulu ceci, vous m'avez fait ça, je n'ai rien à vous dire. Foutez-moi le camp. Et
j'ai apprécié le self-control, le calme, et puis finalement, il est allé se renseigner auprès, c'est quand même le ministre de l'Intérieur, donc il avait encore ses accès auprès des gendarmes, et là, c'est vrai, il a l'info que les forces de sécurité ont l'ordre de tirer à balles réelles si nous allons plus loin. Et donc, il me transmet l'information, et donc c'est fort de cette information que je me dis, c'est facile de dire, oui, allez, allons en guerre depuis Paris, dans un beau restaurant, sur les quais de Seine, mais si aujourd'hui, 7 août, les balles réelles alignent les enfants gabonais devant la cité de la démocratie, qui sera gagnant? Quelle image donnera-t-on du pays? Est-ce le moment? Et bien ouais, avec mes amis, nous avons choisi de disperser la marche. Je crois que à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui est capable de se contrôler, et il m'a dit une phrase qui m'a touché. Il m'a dit, écoute, avant tu avais affaire au ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, tu as affaire au citoyen André Baoba. Et je dis qu'un homme politique qui est capable de s'adresser, de prendre le temps de s'adresser à un jeune activiste prêt à en écoute, je pense qu'il faut quand même qu'il ait un minimum de densité, et j'ai trouvé ça, pour moi, c'était important. Ce soutien a pour moi été un premier déclic. Je le dis devant la presse et devant les uns et les autres pour dire que nous devons nous méfier de l'intégrisme politique. Tout le monde dans sa vie a fait des erreurs. Tout le monde peut changer. Les bons peuvent devenir mauvais et les mauvais peuvent devenir des bons. Et donc, la deuxième chose qui a été fondamentale dans mon rapprochement avec M. Baobam, donc plus tard de l'Union nationale, c'est donc, j'ai décidé de faire, je ne suis pas multimilliardaire, donc j'ai décidé de faire ma campagne, de défendre mes idées selon les valeurs philosophiques dans lesquelles j'ai été formé, Gandhi et tous les autres. Donc j'ai décidé de bloquer l'Assemblée nationale pendant 15 jours et de faire une grève de la faim, et ça a eu le mérite d'attirer l'attention des médias du monde entier sur ce qui se passait au Gabon. Je me rappelle encore d'une autre scène où André Baobam rentre en scène. Quand nous décidons de bloquer l'Assemblée nationale, je m'allonge devant l'Assemblée nationale et désormais, plus aucune voiture ne peut entrer dans l'Assemblée nationale, plus personne ne peut en sortir. Et j'avais ma tente de grève de la faim un peu plus loin, pour forcer le pouvoir à s'exprimer sur la demande de changer la date de l'élection pour nous donner des garanties sur sa transparence. On nous envoie une deuxième fois un escadron de gendarmes armés, cagoulés, matraques, qui rentrent par le derrière de l'Assemblée nationale. Apparemment, ils ne savent pas s'ils doivent charger ou s'ils ne doivent pas charger. Dans tout état de cause, je fais transmettre par mes équipes que je ne bougerai pas de là, quoi qu'il fasse. Alors la situation est bloquée, la présidence envoie des négociateurs, moi je dis que je ne bougerai pas. À ce moment-là, on m'annonce que M. André Baobam arrive pour la deuxième fois, et donc il vient me voir devant l'Assemblée nationale et me dit une autre phrase qui sera fondamentale pour moi, parce que il m'a dit, Bruno, nous sommes combattus, mais je t'ai connu, je ne suis pas habitué à te voir coucher. Il faut que tu te lèves parce que nous avons besoin de toi. Je dis, mais parce que pour moi, la politique, ce n'est pas des tactiques pour avoir des postes. Pour moi, la politique, telle que j'ai été élevé, c'est d'abord des valeurs liées à notre terre. La politique, c'est la vision de son pays.
forme d'éthique. Ce n'est pas la lutte à mort pour être calife à la place du calife. Je dirais donc que, à partir de ce moment-là, nous avons eu des canaux de communication et ça a abouti après le coup d'État électoral à cette rencontre du Front du Refus, après la coalition des partis, l'alternance et tout, et maintenant l'Union nationale. Je voulais vous raconter ces petites choses qui ne sont pas académiques, peut-être pour les politiciens professionnels. Je voulais quand même vous dire ça, très modestement, pour vous dire que le secrétaire exécutif, je voudrais pour cela lui rendre hommage pour ses qualités humaines, ses qualités d'écoute. Je crois qu'il mérite son poste de secrétaire exécutif. Je crois que c'est un homme qui, qu'on le veuille ou non, a fait avancer la démocratie au pays. Parce que, soyons honnêtes, si Jean-Élie Guéndon n'avait pas fait son discours devant Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, si Casimir Oyemba n'avait pas claqué la porte du gouvernement, si M. André Baobam n'avait pas quitté le gouvernement, je puis vous dire que le coup d'État électoral serait passé comme une lettre à la poste. Et ce n'est pas faire injure à un grand opposant éminent auquel il faut rendre hommage, ce serait injuste de ne pas le faire. Monsieur Pierre Mamboudou, l'opposant de toujours, un homme à qui je ne puis m'empêcher de ne pas faire injure à la grandeur de Pierre Mamboudou que de dire que s'il n'y avait pas eu ces caciques pour traverser le Rubicon et passer dans l'opposition, je crois que le coup d'État électoral se serait fait en quelques heures, comme d'habitude, et les choses seraient passées comme une lettre à la poste. Par leur défection, ils auront fait progresser la démocratie, et cet objectif, il faut le reconnaître, et il faut leur rendre hommage pour cela. Enfin, juste deux choses avant de finir. Pourquoi je rejoins l'Union nationale? Dans la plupart des réactions, on me dit, mais Ben Moubamba, on s'attendait ailleurs. On s'attendait à ce que tu ailles négocier ton rôle historique, entre guillemets, pendant la campagne. Eh bien non, pas du tout, parce que j'ai des convictions. Certains me diront, mais on t'attendait dans ta communauté naturelle, côté de l'UPG, la CR. C'est quand même chez toi, par là-bas, qu'est-ce que tu vas faire avec les francs? Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Eh bien, je veux dire ceci. Je rejoins l'Union nationale parce que je désire plus que tout la cohésion nationale. Je ne crois pas en la supériorité du Sud sur le Nord, ni en la supériorité du Nord sur le Sud. Je crois que ceux qui veulent l'ivoirisation du Gabon ont d'autres intérêts que l'intérêt supérieur de la nation gabonaise. Personnellement, je ne me plains pas du respect que m'ont montré, que ce soit les hameaux, comme on dit, les Yéguendon, Casimir Oyemba, Zakari Miboto. À peine, je vous fais une confidence, ils m'ont dit, oui, mais tu sais, nous aussi, on a eu 40 ans, tu es un peu chaud, là. Non, il faut devenir maintenant politique. Bon, oui, c'est vrai, bon, pourquoi pas. Oui, je pense avoir été accueilli et avoir été écouté sans être ostracisé, et j'ai été touché par ce respect d'une personne, une personnalité venant de la société civile
au milieu de ce marigot de spécialistes de la politique. Je ne me sens pas du tout traité comme un moins que rien, et je pense que c'est un bon signal pour dire que oui, c'est un parti sérieux qui accueille la jeunesse, qui accueille d'autres personnes représentant d'autres opinions, qui ne sont pas toujours d'accord, mais qui laissent les gens s'exprimer, et ça, ce n'est pas possible au Parti démocratique gabonais. Voilà pourquoi les choses sont claires pour moi. Le parti d'avenir, c'est l'Union nationale. En conclusion, maintenant, je dirais que, quels que soient les doutes, quelles que soient les questions que nous nous posons, quelles que soient les visions différentes que nous avons, je pense qu'un seul critère doit l'emporter, c'est celui de l'intérêt national. Je crois que tout, sauf la division, tout, sauf des slogans comme tout sauf les femmes, ou bien nous-mêmes, on ne parents et trucs, je crois que à un public une élite intellectuelle comme la vôtre, on doit tenir ce discours. Notre pays, notre nation, notre maison, le Gabon, a besoin de rassembler tous ces filles, tous ces enfants, pour moderniser le Gabon et tout simplement pour en faire un vrai pays où il n'y aura plus ni Dieu vivant, ni grand camarade, ni maréchal à vie, ni oligarchie tropicale, ni je ne sais quel clan pour imposer à 1,5 million de personnes la volonté d'une minorité. Et je crois qu'enfin nous vivrons une vie normale sur une terre enfin normalisée. Je vous avoue que je n'envie pas le secrétaire exécutif qui va devoir s'exprimer après Bruno Ben Moubamba. Mais ceci étant, je vais vous demander d'accueillir M. André Barobab. Non, comme je savais que j'interviendrai après Bruno, moi j'ai préparé un mot. J'ai préparé un mot. Donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes et chers amis du Gabon, parce que je reconnais dans la salle des amis qui ne sont pas forcément du Gabon, mais ce sont des Gabonais de cœur. Donc, je vais aussi m'excuser pour le retard, mais je vais vous expliquer. Nous, on est souvent victimes du protocole. On dit, vous démarrez quand on vous donne le top. Et on vous donne le top quand il y a des gens dans la salle. Parce qu'on ne veut pas que vous parliez devant une salle à moitié pleine, à moitié vide. Moi, quand on m'a donné le top, je suis venu. Mais je m'excuse. Et tout en m'excusant, je vous remercie de me faire l'amitié de votre présence à cette rencontre que nous avons souhaité avoir avec la communauté gabonaise de France pour échanger sur le pays, son histoire récente et surtout sur son avenir. Il y a 8 mois, au lendemain de l'annonce de ma candidature à l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009, c'était le fameux appel de Barcelone, le lendemain de mon retour de Barcelone. Je me suis présenté devant vous pour donner la primeur de mon engagement au service de notre pays et échanger avec vous sur mes motivations. Nous nous étions retrouvés avec ceux qui étaient là à l'hôtel Concorde Lafayette, où nous avons eu à cette occasion un échange franc et sincère qui caractérise d'ailleurs toujours la communauté gabonaise de France, la diaspora, pour utiliser un terme consacré. J'espère que cette rencontre ne dérogera pas à cette habitude. Car je me souviens encore comme si c'était hier
de la richesse de ces échanges avec chacun de vous, chacun et chacune de vous. Je revois avec émotion les visages qui ce jour-là exprimaient pour les uns l'enthousiasme, l'espérance pour les autres, le doute pour certains, voire la suspicion aussi des autres. Dans mon engagement à cette époque pour le changement paraissait invraisemblable. Comment ça, un bongoïste, le frère d'Ali, l'ami d'Ali, comment. On a passé pratiquement tout le temps à dire que c'était sérieux, que ce n'était pas un jeu. Mais ce n'était pas seulement à Paris, et même au Gabon, pendant une bonne partie de la campagne, il fallait que je jure à chaque fois que j'irais jusqu'au bout. Alors donc, depuis justement cette rencontre, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés et qui ont tracé pour notre pays un avenir que peu d'entre nous avons souhaité ou choisi et qui, fort heureusement, est plus que jamais en construction. Avant de vous parler de l'avenir, parce que c'est ça surtout l'objet de notre rencontre, il me semble nécessaire de revenir un instant sur ces événements pour vous expliquer les choix que nous avons opérés à chaque moment. Dès l'annonce de ma candidature, j'ai clairement exprimé mon attachement à la démocratie et à l'état de droit, ainsi que ma détermination à aller, quoi qu'il arrive et quoi qu'il m'en coûte, au bout de ma démarche pour le changement démocratique au Gabon. Je voudrais ici rendre hommage à la communauté gabonaise de France qui, par sa mobilisation le jour du vote, a clairement exprimé à la nation et au monde l'attachement du peuple gabonais à la démocratie et son ardent désir de changement. Mais la communauté gabonaise de France a fait mieux, notamment à Paris. Ils ont montré au grand jour la fraude. Un ambassadeur qu'on saisit la main dans le sac avec des cartes d'électeurs. Ça fait le tour du monde. Alors, le monde entier a vu en direct et à partir de la France le dixième de ce qu'on a fait sur l'ensemble du territoire gabonais. Donc, le 30 août, l'adhésion du peuple gabonais à l'offre politique que je lui ai présentée a été réelle. Mais cela n'a pas suffi pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à porter le changement dans notre pays. Ainsi que vous et moi le redoutions, parce qu'on avait beaucoup évoqué cet aspect, le PDG a usé de tous les moyens de l'État et pris en otage nos institutions pour imposer au pouvoir un candidat que le peuple gabonais a massivement rejeté dans les urnes. Au mépris de la volonté du peuple gabonais, le candidat du PDG, en prenant en otage les forces de sécurité et de défense, ainsi que toutes les institutions de la République, en tentant d'éliminer physiquement les autres candidats, oui, les preuves existent. Et les responsables politiques qui les accompagnaient s'est imposé au pouvoir. Mesdames et messieurs, cette manière de procéder a de tout temps et en tout lieu un nom, le coup d'État. Au Gabon, ce qui s'est passé le 3 septembre, c'est un coup d'État. Ce coup d'État, exécuté contre la volonté du peuple gabonais, a engendré les événements de Port-Gentil et menacé d'embraser tout le pays. Devant cette situation, les candidats à l'élection présidentielle et les forces politiques du changement se trouvaient face à un choix cornélien. La guerre civile dans laquelle le pouvoir voulait l'entraîner pour légitimer son coup de force, ou la poursuite
du combat pour la démocratie et le changement dans le respect de la Constitution de notre pays. C'est cette seconde voie que nous avons choisie, c'est-à-dire celle du respect de la Constitution. Dès le lendemain du coup d'État électoral, donc, les futurs fondateurs de l'Union nationale, candidats à l'élection présidentielle du 30 août 2009, se sont retrouvés au sein d'une coalition réunissant 11 des 18 candidats à cette élection, ainsi que 8 partis, afin d'éviter la guerre civile qui menaçait le pays, en interpellant la communauté internationale et en invitant les populations à privilégier les voies de la légalité et de la justice. Dans ce cadre, 11 requêtes en annulation de l'élection du candidat du PDG ont été présentées devant la Cour constitutionnelle et une mission d'enquête a été commise à Port-Gentil. Cette dernière devait constater la réalité des exactions commises par les forces de défense et de sécurité lors des événements qui ont suivi l'agression des leaders politiques de l'opposition par les parachutistes devant la Cité de la démocratie et l'annonce des résultats d'une élection par le ministre de l'Intérieur. Ce que je dois souligner, c'est que le 30, au soir, les résultats commencent à tomber. Et vous savez, je le disais pendant la campagne, c'était difficile, je ne me laisserai pas voler la victoire, et c'était difficile de frauder. Et que même ceux qui prendraient le risque de frauder laisseraient des traces. C'est comme un voleur qui rentre dans une salle, qui ne sait pas qu'on a mis des produits quelque part, il marche dessus, il rentre dans la salle, il laisse des traces de pas, et quand il ressort, il laisse des traces de pas qui le conduisent jusqu'à son domicile. Cela ne veut pas dire qu'on a empêché le vol, mais cela veut dire qu'on a pisté le voleur. On sait là où il se trouve, on sait au moins que le vol a été commis, et on sait qu'il a commis. Donc dans la situation au Gabon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'était la première élection présidentielle au cours de laquelle on remettait les procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de vote aux représentants de chaque candidat. Il y avait 2815 bureaux de vote. Moi, j'ai mis 2815 procès-verbaux. Et c'est simple, c'est valable, c'était valable le 30, c'est valable aujourd'hui, ce sera encore valable dans 100 ans. Il suffit de prendre tous ces procès-verbaux, faire la compilation, c'est-à-dire faire le calcul, vous aurez les réalités des résultats de l'élection du 30 août. Et c'est parce que c'est comme ça que la Cour constitutionnelle, après la commission électorale, ils ont refusé la confrontation des procès-verbaux réclamés par tous les candidats et prévus par la loi. La loi dit lorsque les candidats émettent des doutes sur le résultat, chaque candidat envoie son représentant avec ses procès-verbaux. On s'installe, bureau numéro 1, procès-verbal, j'ai le mien, à Mouassa, à tant. Bureau numéro 2, et on fait cette opération pour les 2815 bureaux de vote. Et à la fin, vous avez les vrais résultats. Or, il se trouve que tous qui ont eu, à part le PDG, mais tous qui ont eu à faire cette opération, sont arrivés à un résultat autre que celui proclamé par la Cour constitutionnelle. Et c'est clair. Donc, lorsque nous continuons à dire, et lorsque nous revendiquons, disons nous avons gagné, on ne spécule pas là. On n'est plus avant l'élection. On est après l'élection. Après la campagne électorale, après le dépouillement et la proclamation des résultats dans les bureaux de vote. Et c'est dire que lorsque nous nous retrouvons, nous, le 2 septembre, après-midi, devant la porte de la Cité de la démocratie, le président Mamoudou, le président Miboto, tous, Guerrero, Maïla, tous les canons, on était là. On s'était retrouvés là parce que nous avions remarqué que
les résultats commençaient à être postés au niveau de la proclamation par les gouverneurs. C'est-à-dire que lors des centralisations provinciales qu'on a commencé à trafiquer les résultats. Donc nous nous sommes dit, nous sommes partis et nous avons donné comme consigne à nos représentants le travail que vous allez faire conformément à la loi, c'est la confrontation des procès-verbaux. La commission électorale, dont la plénière est l'instance de décision, la majorité de l'opposition ne sont pas entendus. Or, c'est un organisme paritaire. Il y a la majorité et l'opposition. Les décisions ne sont valables que quand elles sont acceptées par les deux parties. Ils ne se sont pas entendus. J'ai déjà dit non, nous on ne veut pas de confrontation, on n'a pas de procès, on a dit comme. On vous donne le temps, ils leur ont dit trouvez le temps, faites venir vos procès. Ça a duré comme ça toute l'année. Nous on était là dehors. Le président Mamboundou et moi, madame Gonjou, son mari qui a reçu une balle ici, nous avons passé la nuit devant la cité de la démocratie. Et lorsqu'au matin à 8h30, on voit venir les parents, les bérets rouges, qui passent, arriver à notre hauteur, j'étais assis avec le président Mamboundou. C'est à ce moment-là qu'on est agressé, sauvagement. C'est terrible ce qui s'est passé ce jour. Et jusqu'aujourd'hui, je mets toujours à défi, parce qu'on a dit que c'est nous qui avons attaqué les forces de défense, pour être fou d'attaquer 200 bérets rouges armés jusqu'aux dents alors que vous n'avez rien. Alors qu'on venait de passer la nuit entre la garde républicaine, les tireurs d'élite qui étaient postés sur la guérite, et la gendarmerie, elle, qui était regroupée au sein du rond-point. Mais ils sont venus, ils nous ont tabassés. Ils nous ont tabassés. Et je mets toujours à défi de sortir les images, parce que moi je suis un ancien ministre de l'Intérieur, je sais que rien ne se passe là si ce n'est enregistré. J'ai dit, chiche, sortez-moi les images du 3 septembre entre 7h du matin et 9h. On a été tabassé, et quelques temps après, le ministre de l'Intérieur a été lire des résultats qui n'émanaient pas de la commission électorale, parce qu'elle ne s'était pas remise. Or, la loi dit que le ministre de l'Intérieur ne doit venir lire que le rapport signé par la plénière. Or, la plénière n'a pas s'est pas entendu sur la démarche, donc il n'y avait pas de rapport. Au moment où le ministre de l'Intérieur vient lire les résultats, il n'y avait pas encore de rapport accepté par les États. Je vous donne tout ça pour que vous ayez un maximum d'éléments pour comprendre. Lorsqu'on dit coup d'État électoral, on dit même les mauvais perdants. Moi, quand je suis de bonne humeur, je dis il y a un mauvais perdant parce qu'il y a eu un mauvais gagnant. S'il y avait eu un bon gagnant, un vrai gagnant, il y aurait aussi des démocrates convaincus qui se diraient tu as gagné, félicitations, serre le pays. Mais malgré ça, et je peux vous le dire, la pression était forte. Elle demeure même forte. Elle était forte parce qu'il y a des gens qui disaient trop, c'est trop. Puisque le bulletin de vote n'a pas de prix, n'a plus de valeur, on ne va pas accepter qu'on nous impose une nouvelle fois un pouvoir qu'on a fait. L'objet de pression, comme tous les acteurs, il faut, nous, les gens venir, nous, on est prêts. On est prêts à descendre dans la rue. On va gaspiller. On va casser. Pauvre de moi. Il fallait, et je vous assure, il fallait trouver les moyens pour amener au calme, à la sérénité, nos compatriotes qui, eux, avaient légitimement le droit de se mettre en colère. Légitimement.
Et le temps passant, la colère montant, et l'arrogance et la provocation prenant de l'ampleur en face, parce qu'il y en a qui ne savent même pas avoir le vol modeste. Parce que quand on a volé, quand on a triché, il faut quand même des fois être modeste. Parce que même si vous dites que j'ai gagné, vous le dites quand même d'une certaine manière. Quand vous le dites en sachant que tout le monde sait que vous n'avez pas gagné, en narguant les gens, vous jetez de l'huile sur le feu. Mais, Dieu merci, et grâce vraiment à la compréhension et à la maturité, la grande maturité des Gabonais, on a pu calmer le jeu en leur disant, votre colère est légitime, elle est normale, mais ne tombez pas dans le piège qui vous est tendu. Parce que tout pouvoir autoritaire aime qu'on l'entraîne toujours sur le chemin de la violence parce que c'est là où il se sent le plus fort. Ne tombez pas dans ce piège. Calmons-nous. On a montré, le monde entier sait comment vous avez voté le 30. Mais je vais vous dire, ça là, ça va poursuivre ceux qui ont fait un coup de force. Parce qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille. Et si vous voulez comprendre tout ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, le comportement du pouvoir au Gabon aujourd'hui, n'oubliez jamais que tous les jours que Dieu a fait, quand il se lève, tous savent qu'on n'a pas gagné l'élection. Surtout qu'après on a viré. Vous savez, après il y a eu le remaniement, on a viré 32 ministres. Après, ils vous amènent les faux procès-verbaux, on va dire de trafiquer, ça se rend compte, les gens sont ingrats, après le risque que j'ai pris. Vous vous rendez compte? Mais c'est maintenant qu'on sait que moi j'ai détourné l'argent, et quand on fallait financer la campagne, j'ai donné 500 millions, j'ai donné 600 millions. C'est pas à moi que tu dois le dire. Non, il faut que tu le saches. Il faut que tu exploites ça. Donc, c'est dire que même quand on le fait de manière professionnelle. Ne virez pas les ministres qui vous aident à voler une élection. Parce que après, ils vont quoi? Ils parlent. Ils donnent des preuves. Alors, du contentieux, on avait ça comme preuve. Mais après le remaniement, on a ça comme preuve. Bon. Donc, c'est vous dire que nous avons passé des moments difficiles. Difficiles parce que, surtout moi j'étais déjà suspecté de faire le jeu du candidat du CDJ. Normalement, je devais déclarer, je crois le 29, que finalement, tout ce que j'ai dit pendant la campagne, tout ce que j'ai fait, c'était du bluff, je ne suis pas candidat, je vous demande de voter pour le candidat du PDG. Bon, ça n'a pas été fait. On est allé aux urnes et j'ai gagné. Et après, on a dit, bon, il y a coup d'État, le café, tout, c'est ton frère, toi aussi, laisse tomber, il va te faire ceci, il va te faire cela. Je leur ai dit, mais, devant chez moi, il y avait pendant près d'un mois, en moyenne 1000 à 1500 personnes qui campaient devant chez moi. C'est vrai, ils étaient là, comme il me l'expliquait, c'était des boucliers humains. Parce qu'effectivement, quand vous avez des hélicos qui viennent tourner tous les jours, avec des gens qui sortent des armes pour essayer de vous intimider, lorsque vous apprenez beaucoup d'autres choses, ça rassure de savoir qu'effectivement, bon, on n'est pas seul. Mais eux aussi, c'était pour me surveiller, parce qu'à chaque fois que quelqu'un qu'ils suspectait être un envoyé du pouvoir venait, d'abord ils menaçaient de le lyncher, après ils venaient me voir pour me dire, le jour où on apprend que tu as reculé, que tu t'es entendu avec ton frère, on viendra te tuer chez toi ici. Et ça, c'était à visage découvert. Et moi, je leur disais, vous n'avez pas besoin de ça, parce que mon engagement au service du changement, parce que le peuple gabonais a montré que malgré tout ce qu'on a pu penser,
C'est-à-dire qu'on peut l'acheter au suffit d'une leçon. L'argent a circulé. Il y en a qui payaient 20 000 pour que les gens aient au meeting. 20 000. Mais moi, on n'a rien donné. Les gens venaient. Les t-shirts, on n'en avait même pas assez. Parce que les gens qui ont commencé à fabriquer les t-shirts pour nous, il y en a qui sont allés les menacer pour dire si vous faites encore les t-shirts d'amour, on brûle votre usine. Donc on n'en avait même pas. Mais malgré ça, les gens se sont mobilisés. Et après l'élection, après le coup d'État, nous, à l'Ibreville, à un moment, je pensais qu'on dit non, André, laisse tomber, les Gabonais sont comme ça, ils vont bientôt oublier ça. Mais quand nous sommes allés à l'intérieur du pays, les gens ont dit, nous, on n'a rien à perdre. La seule chose qui nous reste, c'est notre dignité. Ça là, on ne nous imposera pas quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 5 ans. Nous, on ne bougera pas. Mais si vous bougez, on verra. Donc, même à l'intérieur du pays et partout dans tout le pays, et vous qui êtes en contact avec le pays, il y a un blocage, il y a quelque chose parce que les Gabonais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest ne se reconnaissent pas dans la décision de la Cour constitutionnelle. Ils ont décidé de ne pas l'accepter. Là-dessus. Donc, ils se préparent, ils nous ont compris, ils ont compris dans le message qu'on leur disant, prenons le chemin du combat politique démocratique. À l'époque, on me disait, créez un parti, créez un parti, créez un parti. Et moi, je disais, vous voyez, ce qui est intéressant, et c'est la première fois que ça arrive. Dès le 31 août, je suis en contact avec le président Miboto. Et après, on a travaillé maintenant. Et je peux même dire que son influence, son expérience a joué un rôle très modérateur sur nous. Parce que des fois, hein, vous savez, quand au téléphone, quelqu'un dit, mais tu es un garçon, comment tu vas te faire? Si tu es un garçon, des fois tu as envie de sortir par là en disant, bon, allez, calme, un saut de glace sur la tête. En se disant, la politique, c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Step by step. Petit à petit, nous avancons. L'élection présidentielle était déjà une grande étape qui a montré que les forces du changement sont majoritaires au Gabon. Même les chiffres officiels, les faux, même les chiffres officiels montrent un rapport de force de 60 pour les forces de changement et 40 pour les autres. La majorité, c'est 50 plus 1. Même les chiffres officiels. Mais quand vous prenez les vrais chiffres, c'est 20 contre 80. Il n'y a pas match. Donc, c'est déjà un acquis et le monde entier le sait. Que les Gabonais ont voté majoritairement pour le changement. Maintenant que ce fait est établi, il nous revenait, à nous les acteurs politiques, à qui la population pendant la campagne disait unissez-vous, unissez-vous. Mais vous savez, avant un concours, tout le monde est toujours convaincu qu'il va gagner le concours. Surtout quand avant une élection, tout le monde est convaincu qu'il est le plus populaire. Vous allez dire à qui retirez-vous. Donc, malheureusement, nos égos ne nous ont pas permis de répondre à l'aspiration unitaire, au message que nous lançait la population. On est parti en ordre dispersé. Mais malgré tout, les forces du changement étaient vainqueurs. Mais après, maintenant, cette étape, nous nous sommes dit, il est temps. Il est temps, la population a rempli sa part de contrat en votant massivement pour le changement. Il est temps maintenant que les leaders politiques que nous sommes, nous aussi, nous remplissions notre part de contrat en mettant nos égos dans la poche et en mettant en place des stratégies politiques qui permettent enfin d'éviter les miettements politiques
qui permettent donc de mettre en place une machine politique qui nous permettra d'aller à l'alternance. Ça veut dire fédérer nos forces. Nous tous, nous sommes des grands hommes politiques, des grands orateurs. Nous avons, comment dire ça, nous sommes très populaires, mais peut-être nous sommes dit, mieux vaut qu'on soit très populaires en étant ensemble. Parce que l'histoire a montré que nous, très populaires, là, séparément, là, ça a débouché sur l'échec. Ou bien ça facilitait la tâche des forces qui veulent conserver le pouvoir par tous les moyens. Donc c'est pourquoi je sais qu'ici, beaucoup de gens m'ont demandé créer un parti, créer un parti, créer un parti. Oui, je pouvais créer un parti avec 50 000, 100 000 adhérents. Mais vous savez comment on l'aurait baptisé? On aurait dit c'est un parti de femmes. On aurait dit c'est un parti de femmes. Moi, je ne veux pas être à la tête, je ne voulais pas être à la tête d'un parti de femmes. Parce qu'un parti de femmes ne peut pas parvenir à l'alternance au Gabon. Parce que ce n'est pas ça que les Gabonais veulent. Parce que les femmes, c'est vrai, c'est un groupe important, mais il y a aussi les autres. Même s'ils sont bons, 35, 40, mais il y a 60%. Donc, un doigt ne lave pas la main. Et moi, je me suis lancé résolument dans une démarche qui regroupe toutes les forces politiques acquises au changement. Et pour le faire, il fallait accepter de travailler avec les gens avec lesquels vous avez eu un contentieux, un malentendu. C'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous faisons. Bruno l'a dit tout à l'heure, à Bruno, quand j'étais ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qui m'a fait voir de toutes les couleurs. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être travaillé avec lui. Je sais ce que Bruno peut faire. Je sais quel peut être son apport dans le combat politique qui est le nôtre. Le président Mimboto, la même chose, l'expérience, la pondération et tous les autres. Donc, mais au Gabon, c'est Mimboto et Mbaba ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas rester longtemps ensemble. Mais cela veut aussi dire, est-ce que même les ennemis qui se sont combattus, qui se sont battus, les Allemands et les Français par exemple, il y a eu la guerre, il y a eu des milliers de morts. N'est-ce pas aujourd'hui, on dit que c'est la locomotive de l'Europe, non? Il y a eu des peuples, il y a eu des personnalités politiques qui se sont combattus, qui ont eu des différends, des divergences, mais à un moment précis de l'histoire, parce qu'ils ont compris que c'était ça qu'il fallait, ils se sont mis d'accord, non? Donc, en quoi est-ce que ça peut des alliances contre nature? Le président Mimboto, c'est un partisan du changement. Moi, je suis un partisan du changement. Si on s'allie aujourd'hui, en quoi est-ce que ça peut être une alliance contre nature? Il en va de même pour les autres. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous mettons ensemble, dans le cadre de l'Union nationale, pourquoi on a dit pourquoi on a choisi l'Union nationale, c'est tout un problème. Parce que le problème numéro 1 au Gabon, même si nous ne voulons pas le voir, c'est le tribalisme. Jamais le pays n'a été aussi divisé. Jamais. À mon époque, plus jeune, j'étais dans les internats avec des gars qui venaient du sud, de l'est, de l'ouest. On ne savait pas ce que c'était être Founou, être Kota, on ne connaissait pas ça. Mais maintenant au Gabon, Mbaobama, on oublie que je m'appelle Mbaobama, on dit toujours mes petits par là. On oublie que Mamoundou, il s'appelle Pierre, le petit Poumoula, pourtant il est grand Mamoundou. Hein? On oublie que le président Mimboto, quelqu'un qui a plus du poids, tout, on dit le Ndébila. Voilà l'état de nos rapports dans notre pays. Et on fait semblant de dire non, l'union nationale, l'unité nationale, non. Le Gabon n'a jamais été aussi
Le Gabon n'a jamais été aussi divisé. Et qui a créé, ce sont les élites. Vous savez comment ça se passait? Je vais être ministre. À l'époque, il y avait un grand coup. Peut-être un grand coup. Je vais être ministre. On vient dire non, vous voyez, en fait, les Pounous là. Nous, on est mairies là. Les mairies là. Il y a les mairies, il y a les Pounous, il y a les. Il y a les Échirats, c'est pas la même chose, c'est pas ceci. Après, il y aurait sous-groupe, parce que chacun pensait qu'en mettant en avant son appartenance à son ennemi, c'est comme ça qu'il pouvait être intégré dans les circuits du pouvoir. Donc, c'est l'utilisation de notre richesse, de notre diversité culturelle, l'exploitation de ça, l'instrumentalisation de cette diversité. On en est arrivé à une situation où au Gabon, oui, tout le monde pleure, regrette le repli identitaire. Mais c'est l'aboutissement logique du repli identitaire. Sauf qu'il ne faut pas l'attribuer à quelqu'un comme... Maintenant, s'il y a eu vote identitaire au Gabon, c'est à cause d'un Baobab. Mais ce n'est pas un Baobab qui a voulu aussi que les Babounous et les autres ne votent que les gens dans la Mouillée, que Ali soit Ali dans le Haut-Ogoué, qu'ailleurs. C'est tout simplement, voilà l'état de notre société qui est malade. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit, on ne peut sortir de là qu'en mettant en place une structure politique qui transcende réellement le clivage ethnique. Et c'est pour cela que moi, je suis heureux aujourd'hui qu'à l'Union nationale, je travaille avec le président Niboto, je travaille avec Ben Moubamba, je travaille avec beaucoup d'autres qui apparaîtront bientôt. Mais notre objectif à nous, c'est de regarder la réalité sociologique en face. Pas la fausse unité nationale qu'on nous dit. Nous allons dire aux Gabonais, il y a un problème. Jamais les gens qui sont aussi semblables ne se sont sentis aussi différents. Parce que quand vous voyez un Pounou, un Fan, debout, avant qu'il ouvre la bouche, vous ne pouvez pas savoir qui est Fan, qui est Pounou. Mais pourtant, dans leur tête, on leur a dit qu'ils étaient très différents. Donc, comme on a dit, vous voyez, l'Union nationale, en bas, la devise, le Gabon pour tous. Le Gabon nous appartient tous. Ça veut dire que toutes les richesses du Gabon, tout ce qu'il y a de bien au Gabon, ça devrait profiter à tous les Gabonais. Et mon Dieu, ça ne doit pas être compliqué. On devrait même être une vitrine. 1 500 000 habitants. Avec notre potentialité, des merveilles. Des merveilles. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre engagement politique au sein de l'Union nationale, c'est d'œuvrer pour le développement économique, social et culturel du Gabon. Donc, l'amélioration significative des conditions de vie de chaque Gabonais et de chaque Gabonais. Et je partage et je dis l'objectif précis, fondamental, que nous avons ensemble à l'Union nationale, c'est de parvenir rapidement à l'alternance démocratique. Parce que seule l'alternance peut créer les conditions d'un développement. Ce n'est pas quand même un hasard que ce soit les pays où il y a le plus de démocratie, où il y a le plus d'égalité, où il y a le plus de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, croire que sans démocratie politique, sans alternance politique, l'époque où on disait que la démocratie était un luxe pour les Africains, c'est fini. La réalité montre aujourd'hui que c'est ce qui manque le plus. Si les Africains, si l'Afrique a le plus de problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un déficit démocratique. Il faut combler ça. On ne peut pas à chaque élection arriver à des situations où il y a contestation, où il y a blocage, où il y a violence politique. Et le cercle n'en finit pas. Il faut rompre avec cette situation. Alors donc, ce qui est encore plus important, et c'est pour cela que je suis venu, j'ai demandé à ce qu'on se rencontre, c'est que ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir du président Niboto. Ce n'est pas mon avenir. Moi, j'ai 52 ans. Je n'ai pas honte
de ce que j'ai déjà fait dans la vie. Je dis même que Dieu m'a gratifié. Je crois que le président Mimoto peut en dire autant. Ouyemba aussi. Mais ce qui est en cause, c'est ce qui dépasse nos modestes personnes. C'est ça, c'est l'avenir, c'est votre avenir, c'est l'avenir de notre pays. Et cela, c'est notre affaire à tous, à commencer par nous. Ça veut dire que nous devons sortir d'une situation où nous sommes des observateurs, mieux des consommateurs politiques. Qu'est-ce que vous avez prévu? Comment vous allez sortir de là? Et vous alors? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez? Ça veut dire que le moment est venu où chacun doit se dire, ça suffit. Notre pays a raté trop d'opportunités, trop de chances. Il faut que nous nous organisions pour que les choses changent effectivement. C'est vrai, ça va gêner notre confort immédiat. En fait, moi je suis tranquille en France. Moi je suis tranquille au Gabon, je n'ai pas de problème. Donc, laissons voir les choses. De toute façon, c'est déjà plié. Moi je ne peux rien, laissons. Non. C'est comme ça qu'on se rend complice d'un pouvoir illégitime. C'est comme ça qu'on se rend complice de la perpétuation d'un système qui continue d'enfoncer notre pays. Donc c'est pourquoi, moi je peux vous dire que aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la mise, la réalisation, c'est-à-dire faire en sorte que l'alternance qui doit amener le changement tant attendu, qui doit ouvrir une nouvelle ère au Gabon, qu'elle soit mise en place. Dans les urnes, nous avons une échéance qui arrive. L'échéance, ce sont les prochaines élections législatives. Échéance normale, fin 2011. Si nous travaillons bien, et nous sommes en train de faire le maximum, c'est-à-dire si nous cheminons dans notre ambition de fédérer toutes les forces de changement, dans notre ambition de dire que le Gabon appartient à tous les Gabonais et qui revient à tous les Gabonais de s'impliquer. Les pronostics, les sondages, même quand on parle de la base des résultats, que ce soit des résultats officiels des dernières élections présidentielles, 60-40, que ce soit les vrais résultats, 20-80, il y a de fortes chances que les forces du changement gagnent les prochaines législatives et, conformément aux dispositions constitutionnelles, forment le gouvernement et aient enfin la possibilité de mettre en pratique le projet, l'ambition qu'ils portent pour le Gabon. Donc, c'est pour cela que nous vous demandons de tout faire pour ceux qui peuvent le faire, pour soutenir cette action, pour vous impliquer dans cette action. Et ce d'autant plus que quand vous prendrez connaissance des statuts de l'Union nationale, statuts et règlements intérieurs, ils consacrent clairement le caractère démocratique de cette formation. Chez nous, il n'y a ni président fondateur ni responsable. L'Union nationale appartient à tous les militants et ce sont eux qui élisent les responsables. Vous devenez militant et à partir de là, au cours des congrès, au cours des instances et des réunions appropriées, c'est vous qui choisissez qui doit diriger le parti. Donc pour une fois, voilà un parti où on ne vous dira pas, tu n'es pas d'accord, en tout cas c'est moi qui ai fondé le parti, toi tu participes. Mais c'est un parti où les militants réunis diront, on vous a fait confiance pour tel ou tel objectif, nous faisons le bilan, cet objectif n'est pas atteint, donc nous vous retirons notre confiance. Parce que, je le répète, je ne le dirai jamais assez, le Gabon
connaît aujourd'hui un recul sans précédent de l'expression démocratique. Vous savez, pour moi, ça fait 8 mois que j'étais sans passeport. Sans passeport. Dernièrement, on m'a donné un passeport. Comme j'ai pu bouger, j'étais sans passeport. C'était inimaginable. Même Bruno Boubamba pouvait sortir du temps. Sans passeport. En plus, donc, aujourd'hui, les médias, allez regarder, vous avez les frères au pays, le Congo Star, vous êtes en direct. Vous avez les news du pays, comme on dit. On vous dira à la RTPDG, non. Quand vous les voyez des fois, c'est incongru. On voit des gens qui viennent répondre à une déclaration du président Bimoto ou de Baobab, qui n'est pas passé sur la première chaîne, mais on vient faire la réponse dans la première chaîne. Si bien que les gens se demandent, mais ils répondent à quoi là? Ils répondent à quoi? Donc, c'est de vous montrer jusqu'à quel point pas d'accès aux médias. Les médias privés qui existent. Moi, j'ai une télé, mais depuis le 30 août, on la reçoit qu'à Libreville, pas à l'intérieur du pays, tout simplement parce que la garde républicaine occupe militairement les équipements de montée satellite. Il suffit seulement qu'il s'écarte, que quelqu'un propose le bouton, on reverra à nouveau TV+, sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur. Mais ça fait 8 mois que ça arrive. Et chaque fois on nous dit le pays, il y a de droit, il y a de droit. C'est ce qui nous a amené à dire, et c'est ce que nous disions souvent, bon, on nous parle d'émergence et tout ça, mais ce que nous voyons concrètement au Gabon depuis quelque temps, c'est la dictature émergente. Les étudiants réclament leur bourse, on leur dit venez chercher la bourse le 10. Pardon? Venez chercher la bourse le 10. Les gars le 10, ils vont, il n'y a pas la bourse. Ils manifestent, on envoie les gendarmes. Gaz lacrymogène, plutôt balles réelles. Des blessés, 19 blessés par balle. Et c'est comme ça. L'opposition veut manifester, tenir un meeting. On obtient l'autorisation du maire d'arrondissement, mais dès 4 heures du matin, on met les bérets rouges pour empêcher ça. Donc, nous comptons sur la détermination des Gabonais et le soutien des amis du Gabon pour installer la démocratie et créer ainsi les conditions de la stabilité et du développement économique et social de notre pays. Mesdames et messieurs, donc mes chers compatriotes, soyons clairs. Soyons clairs, je ne tire aucune conclusion hâtive. Je ne dis pas que la prise du pouvoir d'État par l'effort du changement se fera sans effort, que l'alternance est d'ores et déjà acquise. Je dis que si nous maintenons cette dynamique d'unité, d'ouverture et de rassemblement, si chacun d'entre vous s'engage résolument dans ce combat, alors tout deviendra possible. Voilà pourquoi je considère qu'il est de notre devoir de poursuivre le combat. Je vous invite donc à faire preuve de courage, à ne pas succomber au climat de peur et de terreur que l'on veut nous imposer. Avec méthode donc, munis et dans le strict respect des principes démocratiques, nous devons nous engager. Nous devons tout mettre en œuvre pour affirmer nos droits et créer les conditions d'une alternance qui seule peut nous permettre de construire un Gabon pour tous et non un Gabon au service d'un clan. Un Gabon où les liens matrimoniaux et la filiation prennent le pas sur le mérite et le droit à l'autodétermination des peuples. Ce Gabon-là, nous devons lui barrer la voie. Si nous voulons léguer à nos enfants et petits-enfants, d'où qu'ils viennent, un pays fort et prospère. Pour cela, une seule solution donc, c'est l'engagement personnel et résolu de chacun d'entre nous. Je vous demande donc d'être fidèle à ce que vous êtes. Je vous demande d'être fort et courageux. Non pas de ce courage qui répond à la violence institutionnelle par une violence populaire, mais de ce courage exigeant qui implique la lucidité et l'endurance. Je vous demande d'être intelligent. Songez à l'essentiel. Songez à nos enfants, à notre peuple,
à notre nation, au devoir qui est le nôtre à leur égard. Ce n'est qu'ainsi que nous vaincrons. Ce n'est pas parce que certains n'ont pas pris conscience de leur responsabilité devant l'histoire qu'ils se sont rendus coupables ou complices du coup de force de septembre dernier. Ce n'est que parce que certains ne se sont pas demandé quel souvenir l'histoire gardera d'eux qu'ils ont fait le choix de préserver des intérêts égoïstes et de confisquer la destinée de tout un peuple. Mes chers compatriotes, la dictature n'est pas un horizon que nous pouvons nous permettre d'offrir à nos compatriotes. Nous sommes déterminés donc à aller au-delà de nous-mêmes, avec humilité et détermination. Nous devons nous mettre résolument au service de notre pays pour offrir à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais l'avenir auquel il aspire véritablement. Notre détermination à accompagner le peuple gabonais dans notre mission de libérer notre pays entier, et vous la connaissez. Nous lançons donc cet appel sincère et patriotique à la communauté gabonaise de France, à tous ceux qui veulent continuer à lutter pour cette juste cause, afin qu'ensemble, nous libérions notre pays de l'imposture politique, de l'amateurisme administratif, de l'injustice sociale, du tribalisme qui sert aujourd'hui de fonds de commerce à ce pouvoir qui ne connaît que l'arrogance, l'intimidation et la brutalité. Et pour cela, je vous invite aussi à vous appliquer cette réflexion de Mahatma Gandhi. À l'instant où un esclave décide qu'il ne sera plus esclave, à l'instant où un esclave décide qu'il ne sera plus esclave, que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie. Bon, mais après les interventions du vice-président de l'Union nationale et du secrétaire exécutif, nous attendons vos contributions. Je sentais tout à l'heure pointer dans la salle quelque impatience. Donc on a un micro-baladeur. Vous demandez la parole et vous vous exprimez. Allô. Bonjour, je m'appelle Thierry. Alors, sachant que les élections législatives sont dans un an, qu'est-ce qui va radicalement changer dans votre manière de faire les choses pour être sûr, au moins, de gagner ces élections dans un an? Parce que, concrètement, le pouvoir va se renforcer d'ici un an. Si vous n'avez pas pu gagner ces élections présidentielles de manière démocratique, au respect de la Constitution gabonaise et des institutions, comment pourriez-vous gagner les élections dans un an? Théoriquement, ce n'est pas possible. Donc, qu'allez-vous faire? Va-t-on, est-ce qu'on va encore tout recommencer en nous faisant croire que bon, il y a les élections sénatoriales l'année d'après? Moi, personnellement, je pense que vous n'allez pas gagner. Je pense que vous allez perdre parce que je pense que il faut vraiment que vous me dites quelque chose vraiment qui peut vraiment vous laisser penser que vous allez gagner cette élection. Parce qu'on sait très bien que les institutions nationales ne sont pas de votre côté. On sait que la Constitution gabonaise n'est pas de votre côté. Donc, mis à part ça, comment vous pourriez réellement gagner les élections? C'est ça le plus important. Si on veut tous suivre le côté démocratique, mais comment réellement gagner les élections, sachant que les institutions ne sont pas de votre côté? Merci.
Bon, je suis monsieur Petit Lambert Obono. Je crois que dans la salle, nous sommes à peu près 5 personnes qui ont déjà plus de 20 ans à Paris ici. Je vois un doyen, monsieur Anthony qui est architecte, et Bonacour que j'ai vu quelque part. Oui, toujours les mêmes. Monsieur le secrétaire exécutif, monsieur le vice-président, les Gabonais ne sont pas seulement en France. Il y a des Gabonais dans d'autres pays. Je ne sais pas si dans votre programme, vous avez prévu de rendre visite à ces Gabonais et de bien vouloir leur expliquer le déroulement des dernières élections présidentielles au Gabon. Mais qu'à cela ne tienne, nous, depuis 1994, nous avons mis en place à Paris un collectif des Gabonais de l'étranger. Et ce collectif a travaillé un certain nombre de textes, dont le texte qui a été déposé au Parlement gabonais, notamment au bureau du président Niboto. C'était une proposition de loi concernant la création du Conseil supérieur des Gabonais de l'étranger. Ce texte a été déposé en 2008. Nous avons également déposé au bureau de l'Assemblée nationale, notamment du Sénat gabonais, une proposition de réforme de la bourse. Parce que vous savez, beaucoup de Gabonais qui sont à l'étranger sont des étudiants. Nous avons donc déposé une proposition pour que la bourse soit donnée sur des critères de quotient familial et non plus sur des critères aujourd'hui qui sont devenus obsolètes. Enfin, nous avons, il y a 2 ans à peu près, nous sommes allés à Libreville travailler avec la Confédération patronale gabonaise pour que se tienne à Paris des forums de l'emploi. Il y a donc eu, il y a 2 ans, un forum de l'emploi dirigé par la Confédération patronale gabonaise, mais seulement ça s'est arrêté au niveau du secteur privé. Et tout ce qui est secteur public n'a pas été fait. Alors, ma première question est la suivante. Selon les structures que vous avez mises en place concernant l'Union nationale, il est bien évidemment prévu des coordinations extérieures. Mais comment comptez-vous faire pour tenir compte des propositions que je viens d'énumérer? La seconde question concerne les relations avec la France. Beaucoup de nos compatriotes ici sont sujets à un harcèlement, à une mauvaise interprétation par les différentes préfectures du dernier accord qui date du 7 juillet, je crois, 2008. Et certains de nos compatriotes se font expulser, manu militari, notamment ceux qui sont des étudiants en période scolaire. J'ai lu dans le journal Express votre dernière interview, mais je crois que vous devriez rassurer la communauté par rapport à ce que l'Union nationale prévoit dans les accords réels entre